Alors comme ça, Java est lent? Non, en fait, je pense que t'es juste mauvais. One, two, three, four. You couldn't pick a better time to come back. Non, parce que bon, c'est bien beau de dire qu'il faut passer à Kotlin ou à je sais pas quel techno, Python, C++, revenir à du C, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est vraiment le problème en fait? Non, le problème c'est le code qui est derrière. Le problème c'est ce que vous en faites. Donc c'est pas pour entendre des mon application est lente, il faudrait passer à Go parce que c'est mieux, c'est tout brillant, tout machin. Donc toi pendant que tu râles derrière des performances supposées pourries de Java, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui tournent en Java, en production, comme Twitter, enfin X, qui utilise la JVM aujourd'hui, LinkedIn, en backend en Java, Minecraft, qui est un jeu hyper connu, on parle de jeux vidéo, c'est du temps réel, Kafka, Apache Kafka, qui est un système distribué d'événements, qui envoie des milliards de messages par seconde. Bon, je pense que ça va, t'as pas besoin de plus d'exemples. Ils sont tous en Java. Alors soit ils sont tous cons, soit t'as raté un truc. De toute façon, il faut absolument toujours s'intéresser à la raison de la création des choses. Qu'est-ce qui a amené à la création d'un langage, par exemple? Hein, je vous le demande. Ouais, qu'est-ce que ce sont mes lunettes? Java, c'est né d'un projet qui s'appelait à l'origine Green, qui a été créé par Sun Microsystems en 1991. L'équipe était menée par James Gosling, qui est souvent nommé comme le père de Java, et en fait avait pour objectif de créer un nouveau langage qui s'adapte à tout ce qui est téléviseur connecté. Non, ça c'est beaucoup trop vieux. L'équipe s'est retrouvée à devoir brainstormer des noms alternatifs, et la légende raconte qu'ils étaient dans un café local quand le nom Java a émergé. Java, la première icône, c'était une tasse de café fumante. On a beaucoup de choses qui sont encore liées aujourd'hui au nom Java initial, comme les Java Beans, qui sont en fait simplement les grains de café de Java. Jakarta, le but n'a jamais été d'être meilleur que C++ ou de faire mieux, mais simplement d'être plus portable. Et ça allait même jusqu'au slogan original en fait, qui était Write Once, Run Anywhere. Wora. Ça le fait pas trop en français. En fait, l'idée était toute bête. C'est-à-dire qu'on crée une abstraction, qui est la JVM, qui vient interpréter du code, et on n'a plus jamais à écrire de code natif. Java a été créé parce que Sun Microsystems en avait marre de recompiler leur même code pour 15 architectures différentes. C'est tout. Tu dis n'importe quoi, moi j'utilise C++, c'est plus performant parce que je gère la mémoire moi-même. Oh, par où commencer? Ok, bon, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, on voit dans la fonction main qu'on a un tableau. Et en fait, ce qu'on fait après, c'est une somme de l'ensemble de ces éléments. Donc, en fait, on va faire grandir simplement cette somme en additionnant toutes les cases. Donc, ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus... Là, on va volontairement faire uniquement sans itération, histoire de ne pas déclencher volontairement la compilation just in time, ou en tout cas d'avoir peu d'itérations, histoire de pas forcément trigger l'optimiseur. Mais après, en fait, on va forcer cette optimisation en faisant 20 000 itérations. Donc, il faut savoir que toutes ces optimisations, du coup, se font dans un contexte où vous aurez du code qui se répète et qui s'exécute au fil du temps dans une même JVM. Donc une fois qu'on a ce warm-up qui est fait, on va refaire exactement le même test avec le même nombre d'itérations. Et on va comparer simplement les deux. Donc c'est vraiment un test très basique, mais qui va montrer plusieurs choses. Et en fait, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes d'apprendre dans ce genre de cas, parce qu'il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites par la JVM. Donc je lance ma commande java git example, ça va me compiler déjà mon code en .class, avec le javac, le compilateur. Et ensuite je lance simplement la classe associée. Il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a pas de tiret jar évidemment, parce que c'est pas un jar, c'est juste une classe simple. Donc je lance ça comme une classe qui a un main dedans. On voit clairement que on a une amélioration de 12 fois ici entre le temps à froid et une fois que tout a été chargé. Bon, alors évidemment, c'est super rapide parce que ça reste des opérations extrêmement simples, et puis la JVM est quand même relativement bien optimisée. Mais on voit quand même une différence dans les chiffres, puisque les nanosecondes permettent de mesurer de façon très précise. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur cet exemple-là. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on peut parler de toutes les optimisations qui sont faites en interne,
On peut aussi générer l'assembleur correspondant avec certaines commandes qu'on peut lancer à Java qui nous permettront par exemple, d'avoir un output sur l'ensemble du bytecode généré et également des instructions. Il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites, comme je disais, sur tout ce qui est vectoriel et notamment vectoriel, j'entends les tableaux principalement. Donc les tableaux contigus, notamment les tableaux natifs, puisque les listes ne sont pas forcément des tableaux contigus, ça dépend de l'implémentation. Par exemple, on a le loop unrolling, donc l'idée c'est en fait d'éviter de faire plusieurs itérations sur une même boucle avec les différentes comparaisons, notamment est-ce que i est inférieur à 10 000? Oui, il y a des grandes chances que i soit inférieur à 10 000 pendant la majorité de notre parcours du tableau. Donc en fait, pour éviter que ce check soit fait à chaque fois, on appelle ça le loop unrolling. On vient simplement décomposer les choses par 4, par exemple. De la même façon, on a les suppressions de limites. Donc par exemple, chaque appel à array crochet en Java va faire en fait une vérification sur les limites de l'array, histoire d'éviter de dépasser en mémoire. Il y a des sécurités au niveau de la JVM parce que sinon c'est vraiment une source de sécurité, un problème de sécurité avant tout. Ensuite, on a tout ce qui est allocation de registres. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour les opérations du type, par exemple, mathématiques, vous allez avoir plusieurs zones de mémoire qui sont présentes dans votre ordinateur. Et notamment, vous avez des mémoires qui sont réparties dans différents caches du CPU. Vous avez aussi des registres dans chaque processeur. Dans chaque CPU, qui sont en fait des registres qui sont utilisés de la mémoire extrêmement rapide et accessible, et qui sont utilisés directement dans le langage assembleur, qui permettront d'accéder notamment à tout ce qui est paramètres de fonction. Quand vous appelez une fonction, par exemple, sur votre stack, tous les paramètres sont en général transmis par ces registres-là dans des ordinateurs type 64 bits. C'est un peu différent pour ceux qui sont en 32 bits, puisque des fois on passe par les pousser directement sur la stack et ensuite tous les pop. Mais bon, ça c'est peu importe, c'est des conventions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ces registres sont extrêmement rapides et plus rapides que ce qu'on peut trouver par exemple dans une stack classique, enfin une pile classique dans laquelle vous allez envoyer vos informations dans la mémoire. Il y a aussi l'autre type de mémoire qui est en fait le tas, donc vous avez la pile et le tas. La pile, on va dire que c'est là où vous mettez toutes vos données en local quand vous appelez une fonction. Tout ce qui est déclaré localement, si on simplifie, c'est dans votre pile, et tout ce qui est ressources dynamiques allouées avec du malloc, c'est dans le tas. Ça, tout ce que je dis, c'est valable pour des langages style bas niveau et compilés comme C et C++, par exemple. C'est pas valable vraiment pour Java parce qu'il n'y a pas vraiment le choix d'allouer une variable sur la pile ou sur le tas. On choisit pas vraiment, c'est l'environnement qui va choisir pour nous. Bon, du coup, ces registres sont utilisés en priorité. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, il y a tout ce qui est vectorisation. Donc là, en fait, on est dans des cas un peu particuliers où à la place d'avoir des instructions assembleurs du style add, qui sont un peu unitaires, en fait, on va retrouver ce genre de choses en répétition, et souvent, en fait, quand on voit de l'assembleur qui se répète, ça veut dire que probablement il existe une instruction qui fait les choses de manière un peu plus directe. C'est clairement des instructions vectorisées, on appelle ça, qui sont disponibles que sur certaines architectures. Ensuite, on a des optimisations qui sont autour de la branch prédiction. Donc, ça, c'est simplement en fait les chemins rares qui sont appelés. Par exemple, si je suis dans une boucle et que j'ai une condition et en fait que cette condition n'arrive quasiment jamais, ça va être optimisé tout simplement. C'est un peu technique, mais c'est ça qui fait que en fait c'est beau, et quelque part c'est ça aussi qui nous rapproche des performances du C++. Et c'est ça qu'on doit chercher nous quand on structure notre code, c'est d'avoir l'ensemble des performances sans forcément au détriment de la lecture ou en tout cas du design global et de la flexibilité. C'est là où c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça, j'y reviens encore une fois, et clairement, si tu as un problème de performance, ça vient de ton code, très probablement. Mais c'est pas grave, de toute façon, le code, ça bouge, le code, ça vit. Une fois qu'on le pousse sur une branche, le code, ça devient déjà du legacy. Ça a une durée de vie extrêmement faible. On s'en fout. Avec toutes les intelligences artificielles qu'il y a autour de nous, je veux dire, ça devient tellement simple de refabriquer du code. Il suffit de le remanier. Tout est remaniable, mais il faut savoir le faire et il faut savoir quand le faire et sur quelle partie le faire aussi. On en est à l'exemple 2, donc l'exemple 2 c'est de l'escape analysis. Et c'est là un peu la beauté aussi de ce genre de vidéo, c'est que même moi j'apprends des choses. Cet exemple en fait il met en scène un point dans une
classe qu'on va appeler escape analysis, et en fait ce point est soit gardé à l'intérieur d'une seule fonction, donc qui est calculate distance, méthode, pardon, ou on a aussi une autre qui possède un escape à l'intérieur. Donc c'est quoi un escape? C'est un mot un peu pompeux pour dire que la variable sort de son cadre. En gros, on n'est pas sur des fonctions fonctionnelles, on est sur des fonctions avec effet de bord. Donc faut savoir aussi que l'effet de bord, c'est en plus d'être une galère à débugger, un problème de performance. Donc ici, ce qu'on va tester, on va tester deux choses. Donc on va déjà faire un warm-up comme on faisait, puisque de toute façon, toutes les optimisations se font suite à un certain nombre d'exécutions. Ça, il n'y a pas le choix, on est au courant. Et ensuite, on va faire deux benchmarks différents. Donc on va faire d'abord, par exemple, le benchmark optimisé, et ensuite le benchmark non optimisé. Que vont faire ces boucles? C'est encore une fois des boucles toutes simples, hein, évidemment. On n'aura jamais ce genre de cas-là en entreprise. Le premier calculate distance, lui, en fait, il est très simple. Juste, il instancie un point, et entre deux points, il va faire un calcul de distance. Et donc, juste une SQRT. Le deuxième est un peu plus complexe, et en fait, ce qu'il vient faire, c'est exactement la même chose, tout en stockant le dernier point parcouru. Donc, en fait, l'objet, entre guillemets, échappe au scope. J'exécute après avoir compilé. On voit bien quand même la différence entre les deux. On est sur du 3 millisecondes contre du 83 millisecondes. Bon, les gains ici sont quand même extrêmement grands. Faut savoir, comme je disais, c'est pas des vrais cas, et je pense que dans la pratique, on aura des gains qui seront beaucoup plus faibles. Mais c'est important de comprendre le concept. En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la pile et le tas. Il y a un côté où il y a une mémoire avec la pile, et l'autre côté où la mémoire est sur le tas. Le tas, faut savoir que globalement, il est plus lent, on va dire, que la pile, puisqu'il est plus loin en termes de distance mémoire des CPU. C'est tout simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est sur la stack, il n'y a pas besoin de le libérer dynamiquement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'allocation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'appel système, il n'y a pas besoin d'autorisation d'avoir une plage mémoire dédiée pour un objet qu'on veut allouer. Il n'y a pas besoin de tout ce système-là qui est quand même extrêmement coûteux au niveau du processeur. Ça veut dire que Java est aussi capable d'allouer sur la stack et pas uniquement sur le tas. Ça veut dire qu'on peut atteindre des performances qui sont quand même beaucoup plus sympas et qui évitent d'avoir des allocations dynamiques aussi. Donc c'est pas parce que vous avez un new en Java que vous allez forcément avoir un pointeur derrière comme vous le retrouveriez en C. L'avant-dernier exemple, on va parler du garbage collector. Alors faut savoir que dans tous les cas, les deux langages sont Python et Java, donc sont des langages qui ont un garbage collector à part évidemment sur un thread et qui fait qu'en fait l'exécution n'est pas interrompue. Donc ça permet aussi d'avoir un corps d'application qui continue à tourner pendant que vous avez votre libération de mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer du coup des cycles entre plusieurs nœuds. Donc on va appeler il y a une classe qui s'appelle node, et en fait on va lier A à B, B à C et A à C finalement. Donc en fait on a vraiment cette histoire de cycle. On a notre temps d'allocation, mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est le temps que met le garbage collector à nettoyer l'ensemble. Alors, faut savoir qu'ici, malheureusement, c'est un petit peu aléatoire, mais c'est malheureusement dû à la façon dont est fait le garbage collector dans la JVM, et on n'a pas le contrôle sur absolument tout. Donc, je ne peux pas lui dire, par exemple, de se stopper temporairement et de se déclencher manuellement qu'à un endroit donné. Ça, il faudrait que j'ai la main sur la JVM. On va faire comme on peut, mais de toute façon, il faut savoir que le garbage collector n'aura pas terminé à cette instruction, même s'il a potentiellement commencé pendant la création de ces objets. Ok, l'exécution montre que le garbage collector va mettre 9 millisecondes. Par défaut, il faut savoir que Java va utiliser G1, qui est un type d'implémentation de garbage collector jusqu'aux versions récentes, je crois. Mais il existe d'autres implémentations, comme par exemple ZGC, qui lui, en fait, a pour but d'avoir des pauses extrêmement courtes et d'avoir quasiment du temps réel. Donc on devrait avoir des performances encore meilleures avec l'autre garbage collector qui est ZGC. Voilà, bon. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a à peu près un gain de x2, même si ça reste des temps très petits. Le côté négatif, c'est que ZGC aura tendance à utiliser un petit peu plus de mémoire que G1, comme vous le voyez là. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est une petite comparaison avec Python. Ici, on a un code qui fait exactement la même chose, mais en Python. La seule différence, c'est que en Python, j'ai quand même l'opportunité de pouvoir faire un disable avant,
et du coup de désactiver le garbage collector de façon automatique. Et je viens de le déclencher ici manuellement. Ok, donc on voit ici qu'il va mettre 2,2 secondes pour faire l'ensemble du cycle avec le garbage collector. Mais c'est quand même être un petit peu méchant avec Python de faire ça, et le vrai test se ferait en laissant le garbage collector activé. Donc si je viens modifier simplement cette ligne en ajoutant un dièse devant, on va voir qu'en fait, là, on n'a plus aucun temps qui est dédié au cycle détector. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout a commencé déjà à ce niveau-là. Et vu que c'est du reference counting pour Python, tout se fait l'un après l'autre. Mais le temps total, lui, va rester assez élevé puisqu'il va passer son temps pendant l'allocation à libérer la mémoire. Et c'est ça la grande différence. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais au final ça reste quand même vachement théorique. Qu'est-ce que je fais moi au jour le jour si je suis en entreprise à devoir optimiser un bout de code? Faut savoir qu'il existe des frameworks de benchmark qui permettent de faire ce genre de choses et de sélectionner par exemple un bout de code que vous voulez tester. Après ça reste très difficile parce qu'il faut réussir à isoler le bout de code et faire en sorte que votre système fonctionne sans rien autour et soit pas perturbé. Mais en théorie, on a quand même les outils qui nous permettent de mesurer. Ici, par exemple, vous avez un petit extrait avec ce que propose OpenJDK qui s'appelle JMH. Donc c'est un outil de benchmark où on a plusieurs annotations qui sont proposées pour pouvoir faire justement des benchmarks assez précis et de façon assez clean, je dirais. Donc par exemple, on peut reprendre notre exemple avec l'escape. Donc la différence entre le point qui calcule la distance et celui qui se fait échapper. Et en fait, on va pouvoir comparer, tout simplement en lançant un runner. Donc on a juste nos deux petites fonctions avec @benchmark. Ici, on a un petit pomme XML qui vient décrire un peu tout ce qui est fait. Donc on va lancer un clean package, un Maven clean package, parce que on a besoin de fabriquer un jar en sortie. Je lance avec ma commande java jar targets benchmark, donc du coup dans le répertoire de sortie. On va avoir plusieurs benchmarks qui vont se lancer avec différentes choses qui se passent et à la fin on aura notre petit résumé. Ok, donc on a un résumé de nos 3 tests différents, donc avec 2 classes, le GIT benchmark pour le just-in-time compilation, mais pour être honnête, il n'a pas vraiment trop de sens, à part le temps total qui n'est pas non plus extrêmement élevé, on va pas beaucoup en déduire grand chose puisqu'on compare à rien, donc ça n'a pas trop de sens. Ce qu'on voit par contre, c'est une grande différence entre le no-escape et le with-escape, puisque on a quand même du x20 sur le with-escape en termes de score, en sachant que l'unité du score, c'est des nanosecondes par opération. Mais bon, derrière, il y a un seul message que je veux faire passer dans tout ça, qui est beaucoup plus simple que juste une histoire de choisir un langage. Le message, c'est simplement apprendre à apprendre. Derrière, ce qu'il faut savoir faire, c'est pourquoi j'utilise Java aujourd'hui. Est-ce que vraiment on peut choisir entre du Rust, du Java ou du Node.js? Oui, je pense qu'il y a de toute façon une utilité pour chacun des cas. Mais quand est-ce qu'il faut les utiliser? C'est ça la question. Et c'est ça qui fera que tu sauras vraiment décider et discriminer une technologie par rapport à une autre. Java, c'est quand même un écosystème qui te donne énormément de choses, même dans la standard lib. Du connection pooling, du thread pooling, vraiment plein d'outils qui te permettent en fait de t'approcher des performances que tu peux avoir dans du code natif. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà ce que tu vas faire cette semaine. Tu prends ton code, celui qui est censé être lent parce que c'est Java, tu sors ton profiler, tu essayes de voir un peu ce que t'en tires des conclusions, et tu prends des notes par rapport à ce que tu peux faire en solution. Et une fois que tu auras optimisé ce code-là, et que tu auras déterminé la cause, probablement que tu vas te rendre compte que en fait ça vient pas de Java, mais ça vient de, je sais pas, ta base de données, parce qu'en fait tu la requêtes tout le temps, ou parce que tu as un lock, ou juste ta gestion des threads qui est à chier, j'en sais rien. Un truc comme ça en fait, mais probablement pas de la JVM dans le même. On en reparle.